Alors j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui elle-même aime à se qualifier comme étant d'un peu partout en Alsace. Bonjour Marie Kuhlmann. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous entendez par je suis d'un peu partout en Alsace? Bien, je suis née dans le nord de l'Alsace, je suis de Saverne. J'ai passé mon enfance où était ma famille, la famille de mon grand-père. Mon grand-père était pasteur à Saverne, donc toute ma famille, de mon côté de mon père, était originaire de là-bas. Mon enfance et ma jeunesse, je l'ai passée à Haguenau. Après, j'ai habité Strasbourg à un moment donné. Mes grands-parents maternels étaient du bassin potassique du côté d'Elsisheim. Mon grand-père était porion dans les mines de potasse. C'est toujours des fils qui m'amènent à écrire des livres dans des directions différentes. Et nous avons choisi, mon mari et moi, de nous établir dans la vallée de Münster. Voilà, donc je suis un petit peu de partout en Alsace. Alors cette région, l'Alsace, qui vous tient vraiment à cœur, effectivement, dans chacun de vos livres, elle est omniprésente, elle est presque parfois un personnage à elle toute seule, cette Alsace qu'on retrouve au fil des pages de vos ouvrages. Je pense notamment à cette grande saga que vous avez entamée. Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'elle va se poursuivre? En tout cas entamée en 2011 avec ceux de la Grande Vallée, qui a donné suite à Vent de colère l'année d'après, 2012, hein, c'est vraiment réglé comme un métronome. Et en 2013, À pas de loup qui vient d'arriver. Donc tout ça, c'est la même saga dont vous avez campé l'histoire au cœur même de l'Alsace, hein, dans les années 1700, début 1700. Le XVIIIe siècle. Les trois tomes couvrent à peu près le XVIIIe siècle. Je fais partie de l'histoire, de la société d'histoire locale de Münster, donc, qui publie des annuaires régulièrement avec des historiens locaux qui étudient les documents de la ville et de la région. Et j'ai trouvé dans ces annuaires la trame historique, enfin le fond historique pour cette trilogie, c'est-à-dire une série de révoltes authentiques qui ont eu lieu tout au long du XVIIIe siècle et qui, d'une certaine manière, annoncent la Révolution. J'hésite à le dire parce que la Révolution française n'est pas partie de la vallée de Münster, mais on se rend mieux compte de ce que souffrait le peuple et des revendications du peuple qui n'étaient pas entendues. C'est-à-dire tous les droits ancestraux ont été supprimés les uns après les autres. Il y a eu une francisation un peu à outrance, il y a eu un problème religieux également. Dès qu'on remonte en arrière dans notre histoire, on tombe sur des problèmes religieux qui étaient très très importants puisqu'on se définit toujours par rapport à une religion. Donc c'était une vallée qui était protestante, qui était luthérienne, et au fur et à mesure que cette vallée a été prise, qui a été possédée, disons, par la France, on nous a amené des catholiques qui ont pris tous les postes importants, et les protestants se sentaient de plus en plus dépossédés de leurs églises, dépossédés par ailleurs de leurs forêts, de tout ce qui leur appartenait. Il y a eu une série de révoltes, et ces pauvres bourgeois de cette vallée de Münster ont intenté un procès au roi de France. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça a pu donner, et avec comme conséquence, ils ont trouvé des avocats pour plaider leur cause, mais les pauvres, ils l'ont payé de leurs maigres biens, parce qu'ils n'étaient pas très riches, et de leur vie souvent. Voilà, c'est un peu le cadre de cette trilogie. Alors vous me disiez que vous étiez fille de pasteur. Est-ce que c'est une raison qui vous a amené à vous intéresser justement à une communauté anabaptiste suisse? Alors on peut rappeler que l'anabaptisme, c'est une branche protestante, hein, persécutée d'ailleurs depuis la Réforme, hein, ça, vous en parlez dans vos ouvrages. L'anabaptisme, c'est également, on prône en fait, parce que les gens ne connaissent pas forcément, moi-même j'ai dû faire des recherches, hein, on prône un nouveau baptême, c'est ça, volontaire et conscient. C'est un mot qui vient du grec, qui signifie baptiser à nouveau. C'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement l'anabaptisme? Les anabaptistes sont donc un mouvement religieux issu de la Réforme. Ces anabaptistes prennent l'évangile à la lettre, mot pour mot, tel qu'il est écrit. Tout ce qui figure, c'est parole d'évangile. Enfin bon, ils s'y tiennent absolument à chaque mot qui est écrit. Et ce qui n'y figure pas, ils n'en veulent pas. Donc ils rejettent en particulier le baptême des enfants. Nulle part dans l'évangile on trouverait un baptême d'enfants. Ce sont les adultes qui choisissent de se faire baptiser. Donc pour eux c'est une faute très très grave de baptiser des enfants. Donc ils refusent absolument le baptême des enfants. Et dans le canton de Berne, où commence l'histoire de ces anabaptistes, la religion d'État, c'est la religion réformée, avec des pasteurs. Donc
Et chaque fois qu'une religion est religion d'État, ça pose des problèmes parce qu'il y a une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et ces pauvres anabaptistes étaient persécutés et tués, exécutés. C'est ça, en Rhénanie, hein, on est en Rhénanie, théocratie de Münster, donc au XVIe siècle, et c'est là qu'effectivement on va s'opposer au pouvoir politique et religieux en place. C'est comme ça que ça commence en fait, et c'est de là que va découler la persécution. C'est pas tout à fait, parce que ces anabaptistes-là, ce sont des anabaptistes pacifiques. Évidemment, au moment de la Réforme, il y a eu beaucoup de révoltes avec de la violence, mais mes anabaptistes du canton de Berne, ce sont des gens pacifiques qui vivent à l'écart des populations. Ils essaient de se faire oublier, ils sont dans des villages de montagne, ils s'occupent d'agriculture, d'élevage du bétail, et cherchent surtout à se faire oublier, parce que dès qu'ils sont repérés, on les arrête et on les exécute. Alors c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, cet aspect spiritualité, religion, parce que là effectivement vous vous intéressez donc à une communauté anabaptiste. Dans votre dernier livre, on se retrouve en plein cœur d'une communauté amish. Je découvre d'ailleurs grâce à vous qu'il y a des amish en Alsace, ce que j'ignorais totalement. Je pensais que tous aujourd'hui et depuis longtemps étaient aux États-Unis. Disons que mes amis sont les ancêtres de ceux qui sont aux États-Unis, puisque je raconte le début de la réforme amish. Donc ce sont des anabaptistes qui sont venus de Suisse, qui sont venus se réfugier en Alsace, entre autres. Hein. Mais il se trouve que le groupe où la réforme a eu lieu, c'était dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Et ces anabaptistes qui pouvaient pratiquer librement leur religion dans un contexte de tolérance s'adaptaient un petit peu trop bien, c'est-à-dire qu'ils fréquentaient les autres communautés religieuses. Crime abominable évidemment parce qu'il fallait rester en petits groupes. C'était un problème de survie au départ. Hein. Ils vivaient repliés sur eux-mêmes, une petite communauté qui ne fréquentait personne. Mais là, ils commençaient à fréquenter d'autres personnes et d'autres communautés religieuses et ça c'était intolérable hein, aux yeux de certains responsables religieux, en particulier Jacob Amann qui a donné Amish. Donc ce responsable religieux a estimé qu'il fallait revenir à des fondamentaux beaucoup plus stricts. Il a donc fait une réforme et ceux qui l'ont suivi s'appelaient Amish en fonction, d'après le nom du fondateur de ce mouvement. Ah oui, c'est ça, parce que j'ai eu un petit sursaut en vous entendant parler de tolérance et de partage, parce que vu de l'extérieur, vous avez eu la chance d'entrer au sein de cette communauté, donc de rencontrer effectivement des amis, d'échanger avec eux, mais nous autres, la plupart qui voyons cette communauté de l'extérieur, hein, au travers de reportages à la télévision ou dans des livres, on a cette impression qu'au contraire, c'est un milieu qui est excessivement fermé, renfermé même, pas du tout ouvert sur les autres, qui rejette totalement la nouveauté, le monde qui les entoure. C'est ce que c'est devenu alors au départ. C'est ce que c'est devenu, non. Ils ont vécu en circuit, enfin en groupe fermé en Suisse. Et quand ils sont arrivés en Alsace, donc dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, ils ont commencé à fréquenter d'autres personnes. Et donc Jacques Amann a fait estimer qu'il fallait revenir à ce que faisaient leurs ancêtres depuis 150 ans et qu'il fallait vivre en groupe fermé, ne fréquenter personne. Ils parlaient toujours leur langue, le suisse bernois, enfin l'allemand bernois, et qui ne fréquentaient personne d'autre. Ils ont vécu à partir de ce moment-là, de la réforme en 1693. Enfin, il y a deux dates importantes hein, dans l'histoire des Amish. 1693, c'est la date de la réforme qui a été mise au point par Amann, Amish, et à partir de ce moment-là, ils ont vécu de nouveau comme ils vivaient autrefois dans leur montagne suisse, c'est-à-dire qu'ils ne fréquentaient absolument personne. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais peut-être vous dire une bêtise et employer un mot qui a tendance à inquiéter aujourd'hui, mais est-ce que ce mode de vie, justement, ce n'est pas un mode de vie un peu sectaire finalement? Non, ce n'est pas un mode de vie sectaire parce qu'ils ne cherchent pas à convertir. Ils vivent... Il n'y a pas de prosélytisme? Absolument pas, non. Ils vivent selon l'évangile, ils appliquent l'évangile à leur manière, mais ils ne causent de tort à personne. Au contraire, ils pratiquent la charité. S'il y a une famine à un moment donné, ils font la charité à tout le monde, à leurs frères. Bon, ils se nomment frères, hein, comme les premiers apôtres de l'évangile. Ce sont des frères. Ils se tutoient tous, c'est vraiment comme une grande famille. Mais en cas de besoin, ils rendent service aux autres sans problème. Mais ils ne les fréquentent pas, ils restent à part. C'est effectivement une communauté telle qu'on l'aperçoit, hein, de travailleurs, souvent de travailleurs de la terre même, qui s'auto-suffit,
dans la plupart des cas. Ils cultivent leurs terres, mais qui vit en vase clos par ailleurs, Exactement, totalement. exactement. Mais ils font de l'élevage et de l'agriculture, essentiellement ce qu'ils faisaient chez eux dans leurs montagnes suisses. Mais ils ont aussi des artisans, comme leur habillement est très particulier, ils refusent par exemple les boutons. Les boutons, pourquoi faire? C'est moderne, ça ne sert à rien. On a nos crochets ou nos petits rubans, on fait des nœuds pour attacher les vêtements, comme à l'époque de la Renaissance. On n'avait pas de boutons, on attachait les vêtements avec des nouettes, si vous voulez, de brins de tissu ou de cordelettes. Alors pourquoi des boutons? Ça ne sert à rien, c'est de l'ostentation, du modernisme inutile et de l'ostentation. Et ça, ils le refusent absolument. Les femmes s'habillent aussi toutes de la même façon. On a un Ah peu oui, l'impression, oui. quand on voit un reportage, de voir la petite maison de la prairie où elles Oui. sont toutes avec leur, Oui. on appelle ça comment, les cornettes, je ne sais pas, oui, les bonnettes, oui, je crois. oui, enfin quelque chose comme ça. Non, mais à l'époque, c'était encore bon. Ça, c'est déjà un vêtement modernisé. Ils n'avaient pas les. C'est fini tout ça dans votre région? Non, je veux dire que mes amis chamois, c'était pas exactement cet habillement-là, qui a déjà évolué quand même un petit peu. Oui. Et ils refusent en tout cas tout ce qui est véhicule moderne. Et Oui. c'est toujours la carriole à chevaux. Oui, et vraiment une vie frustre. Oui. Ils ne parlent Pas de pas. télévision, pas de radio, pas de musique, Ça dépend c'est interdit tout ça. Ça dépend. Il y a différents courants. Les Amish du vieil ordre ont gardé ces vieilles règles de Jacob Amann. Il y en a d'autres qui sont plus adaptés. Il y en a, on en voit dans les reportages qui emmènent leurs enfants au McDo, regarder la télé. Et bon, il y a une certaine adaptation au modernisme. Ou alors ils ont le téléphone, pas dans leur maison, mais dans leur garage ou dans une annexe. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette communauté, donc dans ce livre, les frères Amish que vous publiez aux Presses de la Cité? Comment les avez-vous découverts? Comment avez-vous découvert le fait qu'il y ait encore une communauté en Alsace? Je savais qu'il y avait eu des Amish à un moment donné, et des anabaptistes, et je voulais faire quelque chose sur les anabaptistes, et j'ai commencé à creuser un peu la question, et je me suis aperçue que, bon, déjà ça me posait beaucoup de questions. Je me demandais qui étaient ces gens, d'où ils venaient, pourquoi ils étaient en Alsace, et pourquoi ont-ils disparu à un moment donné. Alors on en a aux États-Unis, il n'y en a plus en Alsace. Donc je me suis rapprochée des Ménonites, il y a des Ménonites en Alsace, et qui m'ont gentiment donné accès à leur documentation. Ils font eux-mêmes beaucoup de recherches historiques, par exemple la biographie du réformateur Jacob Amann, j'ai pu la voir grâce à eux. Donc je me suis basée sur leurs documents pour construire une histoire autour de ces deux dates importantes que sont donc la réforme de Jacob Amann et ensuite 1712 leur expulsion par Louis XIV. Donc quand ils ont été expulsés de France, il y en a qui sont partis un peu partout, et en particulier aux États-Unis, en Pennsylvanie, où William Penn, qui possédait de grands territoires dans le nord des États-Unis, les a accueillis. Lui-même, il avait souffert d'une persécution religieuse chez lui en Angleterre. Donc il accueillait toutes les communautés religieuses qui avaient souffert de persécution, mais qui étaient pacifiques. C'était la base. Donc mes Amish, dans mon histoire, ils sont partis aux États-Unis, disons, ce sont les ancêtres de ceux qu'on voit dans les reportages à la télé. Et comment expliquez-vous le fait d'avoir été accueilli par une communauté aussi hermétiquement fermée sur l'extérieur? Est-ce que c'était pour ces personnes une façon peut-être de briser les a priori qu'on peut avoir, de se montrer autrement? Moi j'ai rencontré les Ménonites, je n'ai pas rencontré les Amish, il n'y a plus d'Amish en France et en Europe, plus du tout. Moi j'ai rencontré les Ménonites, c'est la même famille, des Ménonites en Alsace, une communauté qui est très importante. Et je les ai contactés, et c'est par eux que j'ai eu tous les renseignements. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup aimé le livre. J'étais très très inquiète quand mon livre est paru. Je leur ai envoyé, ils m'ont remercié d'avoir choisi cette période, etc. Et puis j'étais très inquiète parce que, évidemment, j'ai suivi les documents qui m'avaient permis, auxquels ils m'avaient donné accès. Mais j'ai quand même inventé des personnages. J'ai vécu dans la peau de ces personnages pendant un an. Je les ai fait vivre en respectant autant que possible la documentation qui
qu'ils m'avaient fourni. Et ils ont beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ils vont faire de la publicité pour ce livre, ce qui est génial pour moi, parce que c'est la preuve que je suis bien rentrée dans l'histoire de ces gens-là. Tu ne te conformeras point à ce monde qui t'entoure. Qu'est-ce que c'est cette citation? D'où vient-elle? C'est une règle qui a toujours cours en ce moment. Et c'est un peu, ça vient de la Bible aussi, qu'il faut rester, qu'il faut vivre sa foi, sans s'occuper des autres. Et s'occuper du monde qui nous entoure, c'est aussi la modernité, c'est la vanité, c'est l'ostentation, c'est tout ce qu'ils rejettent, tout ce qu'ils ne veulent pas. C'est aussi une forme de révolte finalement que cette sentence, une forme de désobéissance quelque part aux règles courantes de la société. Les règles courantes de la société ne les intéressent pas. Ah non. La seule chose qui compte, c'est l'évangile. Chaque parole de l'évangile, ils connaissent tout par cœur, évidemment, ils le citent à tout bout de champ dans la vie courante, et c'est leur règle de vie absolue. C'est l'évangile. On n'est pas loin du fanatisme ou pas encore? Non, ce n'est pas du fanatisme, c'est une manière de vivre leur religion. Ils ne causent de tort à personne, ce sont des gens bons, qui vivent en fraternité. Il n'y a que des bonnes choses. Hein. Oui, il n'y a aucune raison. Je ne dis pas le contraire, non, je m'interroge. Non, mais on se demande pourquoi des réformés ont mis tant de haine à détruire ces gens-là, qui étaient des gens pacifiques, qui vivaient dans leur montagne et qui ne causaient de tort à personne. Ils ne demandent qu'à vivre leur foi. Voilà, exactement. Là où ça devient problématique, c'est lorsqu'on est persuadé de détenir la vérité et qu'on veut l'imposer à tout le monde. Là, ça pose problème. Mais des gens qui vivent pacifiquement, pourquoi on ne les laisserait pas vivre leur religion? Ça s'intitule donc Les Frères Amish, paru en novembre dernier aux presses de la Cité. On va revenir quelques minutes, si vous le voulez bien, à cette saga, donc ceux de la Grande Vallée. 3 volumes pour l'instant, ceux de la Grande Vallée, Vent de colère, À pas de loup, paru chacun à 1 an d'intervalle à peu près. La saga, elle est terminée? Est-ce qu'elle va se poursuivre? Oui, non, elle est terminée. Là, en principe, j'étais partie pour 1 volume. Oui. Et puis au bout du premier, j'ai pas réussi à quitter mes personnages, donc l'éditeur m'a dit bon, allez-y, faites-en un deuxième si vous voulez. Donc j'ai fait le deuxième et bon, pareil au bout du deuxième, donc 3. Mais là c'est fini parce que je m'arrêtais avant la Révolution. Donc on part de 1713 jusqu'à 60 à peu près. Donc il y a déjà pas mal une évolution importante et je n'aime pas faire mourir mes personnages. Donc mon personnage féminin, c'est une femme qui s'appelle Emma et donc cette femme, je la prends toute gamine et je l'amène jusqu'à la soixantaine et je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas faire... il aurait fallu que je raconte la Révolution française, mais ce sera... dans un autre contexte, une autre fois. C'est toujours difficile de quitter des personnages, un pays. On s'attache à ces personnages, même s'ils sont fictifs? Mais pour moi, ce ne sont pas des personnages fictifs. Je vis dans leur peau pendant 1 an. Tous. Hein. Je suis successivement les uns et les autres. Et bon, il faut qu'ils soient relativement... Je ne pourrais pas raconter l'histoire d'un tortionnaire nazi, c'est absolument impossible. Parce que je vis dans la peau de mes personnages. Donc mes personnages sont ni tout blanc ni tout noir, quoi. Ce sont des gens comme tout le monde, ils sont gris plus ou moins foncés, disons, avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Je m'attache forcément à ces personnages et pour moi ils sont réels, ils sont aussi réels que les gens avec lesquels je vis. Quand j'ai vécu ceux de la Grande Vallée, j'ai fait 3 livres, vous imaginez, 3 ans, j'ai vécu avec eux pendant 3 ans. Ils existent, pour moi ils sont réels et je serais incapable de choisir entre les uns et les autres. Bon là j'ai fait 9 romans, pour moi ils sont tous réels et je les aime tous quoi en fait. Je serais incapable de choisir entre les uns et les autres. Vous les habitez autant qu'ils vous habitent? C'est une famille? C'est surtout moi qui les habite, hein, et après ils partent vivre leur vie. Mes romans ont toujours une fin ouverte. Parce que je vous ai dit, je n'aime pas les faire mourir mes personnages. Et c'est toujours au début d'autre chose. Souvent les lecteurs me demandent, mais alors qu'est-ce qui se passe après? Je dis, mais la fin, la suite, vous pouvez l'imaginer à votre idée. J'ai ouvert différentes pistes, souvent il y a différentes pistes. Vous choisissez celle que vous voulez, qui vous convient le mieux.
Et j'aime beaucoup que les lecteurs viennent souvent me parler, ou quelquefois ils m'expliquent même la psychologie d'un personnage. Alors ça c'est génial, que ce soit eux qui m'expliquent, quelquefois des choses auxquelles je n'avais absolument pas pensé, mais qui sont pertinentes. Alors ça c'est ce que l'auteur, le romancier adore par-dessus tout. Alors là, je m'exprime qu'en mon nom et en fonction de mon expérience de lecteur, mais moi je trouve que c'est un peu frustrant justement qu'une fin ouverte. Moi j'aime bien qu'on me dise ce qui se passe, ce qui va arriver. Autant c'est intéressant effectivement de pouvoir imaginer une suite à une histoire, plusieurs suites possibles, plusieurs orientations, autant il y a un petit côté frustrant quand même que de se dire tiens, c'est peut-être pas ce que l'auteur a voulu me dire finalement, ce que je suis en train d'imaginer. Mais vous avez le droit d'imaginer autre chose. Mais il n'y a pas de fin, puisqu'il y a toujours plusieurs personnages. Vous voudriez que je les fasse tous mourir, donc c'est pas possible. Ça fait partie de la vie. Oui, mais ils ne meurent pas tous en même temps. Donc il faudrait que... Bon, il y a une certaine fin, disons. Il y a quand même, je n'abandonne pas le lecteur au beau milieu d'une intrigue. L'intrigue, s'il y a une intrigue ou un suspense, il est résolu. Mais après, les personnages continuent à vivre, les uns et les autres. Donc, ce sont des histoires sans fin, comme une histoire comme une famille, si vous voulez. Alors après les frères Amish, ceux de la Grande Vallée, Vent de colère et Abadoulou, tout cela publié aux presses de la Cité, sur quoi travaillez-vous actuellement? Vous avez un projet en cours? Oui, je remonte encore dans le temps. Ce sont toujours des histoires différentes, des lieux différents, des événements différents. Donc, comme il n'est pas tout à fait terminé, pas sur le point de paraître, je ne vais pas trop vous en dire, mais je suis encore remontée dans le temps sur une histoire de révolte. Une histoire de révolte parce que bon, il y a toujours des guerres, il y a toujours des problèmes de religion, parce que quand on remonte dans le passé, c'est ça qui fait l'histoire en fait, qui fait bouger les choses. Surtout en Alsace, il y a tout le temps des événements de ce genre. Donc voilà, c'est encore une révolte. La révolte, souvent au cœur de vos ouvrages. Oui. Tout de même, vous avez un petit côté révolté? Ce n'est pas moi qui ai fait l'histoire de l'Alsace, c'est l'histoire controversée et agitée de l'Alsace. Elle est comme ça. Je me focalise sur une période et je regarde ce qui se passe. Et puis, immanquablement, je tombe sur quelque chose de ce style. Merci beaucoup, Marie Kuhlmann. C'est moi qui vous remercie.